Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de calcul formel consacrée au chapitre 3 sur le pivot de Gauss. On va commencer directement par l'algorithme du pivot de Gauss. Avec d'abord un rappel des définitions. Dans tout ce chapitre, on va prendre A, une matrice, A n lignes et P colonnes, à coefficient dans un corps K. Tout d'abord, il y a une notion de matrice équivalente par ligne, définition, et toutes les matrices qu'on va considérer seront de ce format et seront toujours à coefficient dans K. Deux matrices sont dites équivalentes par ligne. Si on peut passer de l'une à l'autre, par une suite finie évidemment, d'opérations élémentaires sur les lignes, que je vous rappelle brièvement. Il peut s'agir de permuter deux lignes LI et LJ, de multiplier une ligne par un coefficient non nul AI, donc A étant dans K étoile, ou alors d'ajouter à une ligne un certain nombre de fois une autre ligne, donc A étant dans K, et I étant différent de J. Donc ça, c'est les trois familles d'opérations élémentaires que vous avez le droit de faire sur les lignes, et on passe d'une matrice à une autre par une suite d'opérations élémentaires comme ça, et à quoi on arrive quand on applique l'algorithme du pivot de Gauss? À une matrice échelonnée réduite. Donc une matrice A est dite échelonnée réduite, disons pour être précis, échelonnée réduite en ligne, mais on va considérer que les lignes dans ce cours, si on a les quatre propriétés suivantes. D'abord, les éventuelles lignes nulles de A, les éventuelles lignes nulles de A sont les dernières lignes, c'est-à-dire qu'elles sont tout en bas. Bien sûr, il peut n'y avoir aucune ligne nulle dans la matrice A. Deuxième propriété, dans chaque ligne non nulle, le premier élément non nul en partant de la gauche vaut 1. On l'appelle pivot. Troisièmement, chaque pivot est situé plus à droite que celui de la ligne précédente. Bon, ce qui bien sûr ne dit rien sur le pivot qui est sur la première ligne, parce que pour cette ligne-là, il n'y a pas de ligne précédente. Et enfin, quatrième condition, dans la colonne de chaque pivot, tous les éléments, tous les autres coefficients de la matrice sont nuls. Donc c'est ça une matrice échelonnée réduite. On peut la représenter par exemple comme ça. Première ligne, on va dire que le pivot est ici. Donc du coup en dessous, il n'y a que des zéros. Deuxième ligne, on peut imaginer qu'il n'est pas juste après, mais qu'il est un peu plus loin. Ensuite, on peut imaginer qu'ici, il y a un pivot aussi, par exemple. Et puis là, on peut rajouter deux lignes de 0. Dans ce cas-là, après le pivot, on peut avoir n'importe quel coefficient, mais au-dessus d'un pivot, on n'a forcément que des zéros.
Donc là, les étoiles, comme d'habitude, ce sont des coefficients qui peuvent être quelconques. Et donc là, j'ai toujours des matrices qui ont n lignes et p colonnes. Donc là, c'est un exemple de matrice échelonnée réduite. Et alors, que dit le théorème principal sur ces matrices? C'est que toute matrice A, alors je fixe encore n et p, bien sûr, ainsi que le corps K, toute matrice A est équivalente par ligne à une et une seule matrice échelonnée réduite. Alors on peut formuler ça de manière algébrique, c'est-à-dire que le fait d'être équivalente par ligne est une relation d'équivalence, et les matrices échelonnées réduites forment un système de représentants pour cette relation d'équivalence. On peut aussi traduire ça par des actions de groupe. Enfin bon, il y a toute une terminologie algébrique intéressante pour interpréter ces choses-là. Donc ça, c'est la partie plus théorique, disons. Et l'intérêt, c'est qu'on a l'algorithme du pivot de Gauss, donc théorème. L'algorithme du pivot de Gauss permet de mettre A sous forme échelonnée réduite. Alors, ce qui signifie exactement de trouver la matrice échelonnée réduite associée à A, et puis aussi de préciser en même temps toutes les opérations élémentaires qu'on a faites, puisqu'en fait l'algorithme consiste à faire des opérations élémentaires. Et combien d'opérations utilise-t-on? En grand O de NPR opérations arithmétiques dans K, avec n qui est le nombre de lignes de A, P qui est le nombre de colonnes de A, et R qui est le rang de A. Et donc, bien sûr, le corollaire, vu que le rang est plus petit que le min entre n et p, c'est qu'on a grand O de np fois le min de np, opération. Et le truc le plus important à retenir, alors bien sûr, c'est bien de retenir le maximum de choses, mais le plus utile, c'est quand même le cas p égale n. Si A, elle est carrée de taille n, a priori, le rang de A, on ne le connaît pas. Dans la plupart des cas, on ne sait pas trop, et donc on peut juste le majorer par n. On a, pour une matrice A carrée de taille n, grand O de n cube, opération arithmétique. Alors, je répète encore une fois que ce que je considère, c'est uniquement les opérations arithmétiques. C'est-à-dire que je ne calcule pas, par exemple, quand dans l'algorithme du pivot de Gauss, on doit permuter deux lignes, parce qu'en fait, on a un coefficient par lequel enfin, un coefficient qu'on voudrait inverser pour en faire un pivot, et en fait, ce coefficient est nul, du coup on doit parfois inverser deux lignes. Inverser deux lignes, ça ne nécessite pas de faire des opérations arithmétiques dans K. Opérations arithmétiques dans K, c'est des sommes, des produits, des quotients, des soustractions d'éléments de K, et donc permuter des éléments, ça ne rentre pas dans ce cadre. Donc c'est quelque chose que je ne compte pas dans ce calcul. Donc, cet algorithme du pivot de Gauss, il faudrait peut-être que j'explique quand même brièvement pourquoi il coûte grand O de NPR, opération arithmétique dans K. Et la première chose, c'est peut-être un rappel, c'est que le rang de A est le nombre de pivots de la matrice échelonnée réduite associée à A, c'est-à-dire celle qui lui est équivalente. Et donc, c'est quelque chose qu'on trouve naturellement en faisant cet algorithme. Alors, pourquoi a-t-on cette complexité? Il faut simplement exécuter l'algorithme et voir ce qui se passe. Donc la preuve du théorème sur la complexité.
Donc dans le poly, ce chapitre-là est probablement plus détaillé que les autres chapitres. En même temps, c'est quelque chose de très important. Donc pour la preuve, je ne vais pas faire la preuve en détail, on va juste regarder ce qui se passe à la première étape. Donc la première étape, on va supposer, disons, que le coefficient en haut à gauche est non nul. S'il est nul, comme je disais, on va permuter deux lignes pour faire apparaître un coefficient en haut à gauche qui soit non nul. Et si toute la première colonne est nulle, ben en fait on peut juste omettre cette colonne et passer à la suite. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On remplace LI par LI moins AI1 sur A11 L1 pour tout i entre 2 et n, puisqu'on a dit qu'il y avait n lignes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opération? Alors là, le danger, c'est de surtout pas penser que ça c'est une opération. Alors, effectivement, c'est une opération élémentaire. Tout dépend de ce qu'on appelle opération. Ça, c'est une opération sur les lignes. C'est-à-dire que pour chaque coefficient, AIJ, disons, on doit calculer donc AI1 sur A11, donc ça c'est une division. On multiplie par le coefficient qui est en position 1j, donc il y a une multiplication, et ensuite on calcule AIJ moins ce coefficient-là. Donc finalement, on a grand O de 1 calcul à faire, grand O de 1 opération dans le cas, pour chaque coefficient j qui est sur la ligne i. Mais comme la ligne i contient p coefficients, parce qu'il y a p colonnes dans la matrice, pour faire cette opération, on a grand O de p, opération dans K, et on fait ça pour tout i entre 2 et n, donc on a grand O de np, opération dans K, à faire pour passer de la première étape à la deuxième. Quand on a fait cette première étape, on a fait apparaître dans la matrice un coefficient. Alors ici, on peut dire que le coefficient est non nul. On peut aussi diviser toute la ligne L1 par A11. Donc si on veut vraiment avoir une forme échelonnée réduite, on ferait plutôt ça. On prendrait la ligne L1, on diviserait tout par A11. Ça c'est juste grand O de P opération. Et ensuite, on ferait LI reçoit LI moins AI1 L1. En tout cas, quelle que soit la façon dont on le présente, à la fin, on va se retrouver avec un pivot non nul, donc éventuellement 1, en dessous que des zéros, et puis on n'aura pas encore traité le reste. Comment est-ce qu'on continue l'algorithme? On s'intéresse à la sous-matrice ici, la grande sous-matrice qui a une ligne de moins et une colonne de moins, et on continue avec cette sous-matrice tant que cette sous-matrice n'est pas la matrice nulle. Et donc, pour la deuxième étape, on aura le même nombre d'opérations, alors avec n-1 et p-1, donc éventuellement un peu plus petit, mais ce sera toujours grand O de np. Et donc, on continue comme ça ces opérations. Et chaque étape qu'on effectue ici correspond à un pivot dans la matrice échelonnée réduite qu'on obtient. Or, j'ai déjà rappelé que le nombre de pivots, c'est le rang de la matrice. Donc finalement, le nombre d'étapes, c'est le rang de la matrice A. Chaque étape coupe grand O de np opération. Donc finalement, on a bien grand O de np fois le rang, opération arithmétique dans K à faire, pour mettre en fait sous forme échelonnée. Quand on veut mettre sous forme échelonnée réduite, il faut ensuite reprendre chaque pivot et remettre des zéros au-dessus en refaisant des opérations élémentaires du même style, mais en remontant cette fois-ci. Et ça prend le même coût, en fait, c'est à peu près le même travail à faire dans l'autre sens. Et donc, ça termine la preuve du théorème. Donc vous avez dans le poly l'algorithme écrit un peu plus en détail, et donc vous pouvez en déduire facilement le coût qui est celui qui est annoncé par le théorème. Alors, ce qui va surtout nous intéresser dans ce cours, c'est les applications de cet algorithme du pivot de Gauss à l'algèbre linéaire. On verra par exemple que si vous êtes sur un corps fini et que vous voulez factoriser un polynôme à une variable, ce qui est a priori un problème difficile, tester s'il est réductible, factoriser, on verra que l'algorithme de Berlekamp permet de ramener ça à un problème d'algèbre linéaire, et ensuite on a l'algorithme du pivot de Gauss qui permet de résoudre
la plupart des problèmes d'algèbre linéaire en temps raisonnable. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on va se restreindre dorénavant. Donc, on suppose désormais que n égale P et que A est donc une matrice carrée de taille n, toujours à coefficient dans un corps K. Eh bien, l'algorithme du pivot de Gauss, par l'algorithme du pivot de Gauss, on peut, en grand taux de n3, opération arithmétique dans K, effectuer un certain nombre d'opérations que je vais lister maintenant. Tout d'abord, résoudre des systèmes linéaires de la forme AX égale Y, avec Y un vecteur colonne, donc Y dans Mn1 de K, fixé. Donc ça c'est simplement l'algorithme du pivot de Gauss classique. On peut trouver, donc on peut l'exprimer en termes de matrice échelonnée, c'est comme ça que c'est présenté dans le poly. En tout cas, on peut trouver aussi bien une solution particulière et aussi une base de solution si l'équation est homogène, c'est-à-dire que Y est la matrice nulle. Notamment, si vous résolvez AX égale à 0, ça veut dire qu'on peut trouver une base du noyau de A. On peut aussi trouver facilement un système d'équations linéaires de l'image de A. Alors, on peut aussi d'ailleurs trouver une base de l'image de A. Une famille génératrice de l'image de A, c'est facile, c'est juste les colonnes. Et ensuite, on peut très bien trouver les relations linéaires entre les colonnes. Ça revient à trouver un noyau, c'est encore résoudre des systèmes linéaires, c'est toujours un peu la même chose. Et donc, on peut extraire comme ça une base à partir de la famille génératrice formée par les colonnes de A. On peut trouver un système d'équations linéaires de IMA, c'est à peu près le même problème, c'est de trouver des relations linéaires entre les colonnes, puisqu'en fait, on cherche des coefficients, disons A1 jusqu'à AN, tels que, pour tout Y1, Yn dans IMA, on ait la somme des AI, YI qui soit nulle. Et on peut tout à fait juste écrire cela pour chaque Y1, Yn qui soit une colonne de l'IMA, puisque l'avoir pour tout élément de l'IMA, c'est comme l'avoir pour une famille génératrice. Donc on prend pour les YI les colonnes de l'IMA, donc ça donne n équations en n inconnus qui sont les AI. Et donc on résout ce système, on trouve une base de solution et ça forme un système, ça forme un système d'équations linéaires de l'image de A. On peut aussi trouver le rang de A. Ça j'ai déjà dit, c'est le nombre de pivots. On peut calculer le déterminant de A. Alors comment est-ce qu'on calcule le déterminant de A? Il faut faire attention, il varie au cours de l'algorithme, mais il varie d'une façon qui est très facile à suivre. Parce que quand on permute deux lignes, il est multiplié par -1, et quand on multiplie une ligne par une constante, il est multiplié par cette constante. Et donc, il faut suivre cette variation en effectuant l'algorithme du pivot de Gauss, ce qui ne pose aucun problème, mais ça permet de calculer le déterminant. Bien sûr, c'est dans le cas où la matrice est carrée uniquement, et une fois que votre matrice est sous forme échelonnée réduite, vous voyez bien, soit elle est triangulaire supérieure à diagonale de 1, dans ce cas-là, le déterminant c'est 1, et sinon, le déterminant c'est 0. Donc, ça pose pas de problème. J'attire votre attention sur le fait qu'un déterminant, il ne faut surtout pas le calculer
par développement par rapport à une ligne ou à une colonne. Si vous faites par développement, c'est une méthode qui est dramatiquement mauvaise. Si UN est le coût du calcul d'un déterminant pour une matrice de taille n, par cette méthode. Alors, comment est-ce que vous faites pour calculer le déterminant de votre matrice de taille n? Par la méthode du développement par rapport à une ligne ou une colonne, vous allez choisir une ligne ou une colonne. En général, pour une matrice quelconque, il n'y a pas de raison qu'il y en ait des meilleures que d'autres, et donc vous allez prendre une matrice, une ligne ou une colonne un peu de manière arbitraire, et vous aurez du coup n sous-déterminants à calculer, de taille n-1, et puis ensuite vous devrez les combiner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que un sera de, disons, égal à n fois un-1, donc le temps de calcul des n déterminants de taille n-1, plus le temps de les combiner. Alors, si je calcule le coût du calcul en termes d'opération arithmétique dans K, j'ai à chaque fois un sous-déterminant de taille n-1 à multiplier par un coefficient, et je dois ensuite additionner toutes ces choses-là, donc ça me fait grand O de n opérations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un est plus grand que n fois un-1, et ce qu'on trouve, c'est que un est de l'ordre de factoriel n. En tout cas, n'est pas plus petit, parce que vous voyez que un est plus grand que n fois un-1, donc par récurrence, en disant que u1 égale 1 par exemple, ça donne un plus grand que factoriel n. Donc du coup, ça c'est énorme comme temps de calcul, et il ne faut surtout pas faire ça. Alors bien sûr, quand vous le faites à la main, c'est différent, et en plus, il y a des matrices particulières pour lesquelles éventuellement on pourrait se poser la question de faire comme ça, éventuellement, mais en tout cas pour une matrice générale, il ne faut surtout pas faire ça, parce que c'est en factoriel n, alors que le calcul du déterminant par l'algorithme du pivot de Gauss est simplement en n cube. Donc, on peut calculer le déterminant de A, on peut bien sûr calculer l'inverse de A, si A est inversible, sachant que pour tester si A est inversible, vu qu'on a vu qu'on pouvait calculer le déterminant, c'est encore plus simple de tester si A est inversible. Calculer l'inverse de A, vous connaissez l'algorithme, on le présente souvent quand on le fait à la main en mettant deux matrices côte à côte. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça se fait bien. Il y a juste une remarque que je voudrais ajouter pour conclure ce chapitre. Attention, dans tout ce chapitre, les coefficients de A sont dans un corps K. Si on veut faire l'algorithme du pivot de Gauss de cette manière, il faut être dans un corps, parce qu'on a besoin d'inverser ici le A11 pour pouvoir faire apparaître des zéros en dessous, et ça c'est absolument indispensable. Si vous n'êtes pas sur un corps, il y a des variantes, disons des généralisations du pivot de Gauss qui peuvent exister, mais qui ne marchent pas de la même façon, et donc c'est très important de voir que tout ce qu'on fait ici, c'est sur un corps. De toute façon, l'algèbre linéaire, en général, ça se fait quand même beaucoup mieux sur un corps, disons que les théorèmes sont beaucoup plus simples et les propriétés aussi. Donc là, il faut bien retenir que les coefficients doivent être dans un corps. Alors, il y a quand même des situations dans lesquelles on n'a pas forcément envie de faire ça. C'est-à-dire que si A est une matrice à coefficients dans Z ou à coefficients qui sont des polynômes dans K crochet X, eh bien cet algorithme fait passer dans Q ou dans K parenthèse X. De manière générale, si vous êtes sur un anneau intègre, vous passez dans le corps des fractions. Alors, c'est pas forcément grave au sens où l'algorithme est correct, et puis on peut bien travailler aussi avec des fractions ou avec des fractions rationnelles. Le problème, c'est que là, quand on dit grand O de n3 opérations, eh bien c'est grand O de n3 opérations dans le corps. C'est-à-dire, si vous êtes avec une matrice à coefficient dans K crochet X, c'est n3 opérations qui sont des opérations dans K parenthèse X, donc des opérations entre fractions rationnelles, sachant que en pratique, il y a quand même vraiment des dénominateurs qui apparaissent, qui ne sont pas forcément petits, qui peuvent devenir vraiment gros, et donc ça ralentit quand même beaucoup les calculs.
parce que c'est beaucoup plus long de calculer, si vous avez des fractions rationnelles ou même des fractions, c'est plus long à calculer qu'avec des entiers. Donc du coup, il y a d'autres méthodes qui existent, je les esquisse un tout petit peu à la fin du chapitre, à base d'interpolation et disons, d'évaluation et ensuite d'interpolation, qui permettent de calculer autrement ces déterminants sans avoir à passer dans le corps des fractions. Mais en tout cas, c'est d'autres algorithmes. Si on veut faire le pivot de Gauss, il faut vraiment être sur un corps. C'est ça qu'il faut retenir.